Une mère arrogante tente de m'obliger à vendre ma propriété pour financer les études de sa fille, et voici ce qu'elle a fait lorsque j'ai refusé. Je suis un propriétaire de 34 ans, homme, avec plusieurs maisons à mon nom dans notre ville natale. Cela est dû à des années de travail acharné, d'investissements judicieux et de sacrifices en cours de route. Pour donner un peu de contexte, je viens d'une famille modeste. Mes parents étaient tous deux des ouvriers qui ont travaillé sans relâche pour offrir une vie confortable à mes frères et sœurs ainsi qu'à moi. Ils ont toujours rêvé de posséder leur propre maison un jour, mais cela leur était inaccessible. C'est leur éducation qui a éveillé mon ambition et nourri ma détermination à bâtir une vie meilleure pour moi et ma famille un jour. J'ai rencontré ma femme pendant nos années d'université. Ma femme a partagé des expériences similaires dans sa famille, ayant été élevée par une mère célibataire qui cumulait plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Elle a appris l'importance de la prudence financière et de la débrouillardise. Nous voulions tous les deux surmonter les difficultés financières un jour et créer une vie stable pour nos enfants à l'avenir. Ma femme et moi avons travaillé sans relâche pour acheter et rénover des maisons. Au fil des ans, nous avons économisé chaque centime et fait des investissements judicieux qui nous ont finalement permis de posséder plusieurs propriétés. Chaque propriété représentait des années de travail acharné, d'innombrables sacrifices et un rêve partagé entre nous. Aujourd'hui, je suis père de deux merveilleux enfants, un fils et une fille. Nos propriétés ne sont pas seulement une source de revenus, mais un symbole de notre dévouement à assurer un avenir pour nos enfants. Ce que je ne savais pas, c'est que ma vie allait bientôt prendre un tournant inattendu grâce à une femme arrogante nommée Émilie, âgée de 40 ans, qui est l'une de mes locataires depuis quelques années. Elle réside dans une confortable maison de 3 chambres que j'avais soigneusement économisée pour acheter des années auparavant, avant de me marier avec ma femme. La propriété est située dans un emplacement privilégié de la ville, à proximité du lycée de sa fille. Émilie était une mère célibataire, car son mari l'avait abandonnée de manière inattendue après la naissance de leur fille. Lorsque j'ai appris ces circonstances, je lui ai offert un loyer subventionné pour lui permettre d'emménager, même si je savais que je perdrais de l'argent. Je voulais qu'elle et sa fille puissent se permettre d'y vivre. Au fil des ans, je n'ai jamais augmenté le loyer, qui est resté le même. Émilie avait été une locataire fiable au fil des ans et payait toujours son loyer à temps. Nous avions développé une relation de propriétaire-locataire assez décontractée et, parfois, nous restions en contact lorsqu'elle avait besoin de mon aide pour des réparations dans la maison. Sa fille était en terminale et se préparait à postuler pour entrer à l'université. Il y a 3 mois, Émilie m'a informé que sa fille avait été acceptée dans une prestigieuse université hors de l'État, ce qui était une réalisation remarquable pour toute lycéenne. Cependant, cette université était aussi très chère, et malheureusement, la bourse obtenue ne couvrait même pas 10% de ses frais. Je connaissais les obstacles financiers liés à l'enseignement supérieur et j'avais mes réserves sur la façon dont elles allaient s'en sortir. Un jour, Émilie m'a demandé de la rencontrer, pensant que cela avait quelque chose à voir avec des rénovations nécessaires dans la maison. J'ai accepté sans trop hésiter. Nous nous sommes assis dans le salon de la maison où elle a commencé par me dire qu'elle appréciait vraiment le fait que j'ai été généreux avec elle en ce qui concerne le loyer. Elle a poursuivi en me disant qu'elle voulait vraiment que sa fille, Lily, aille dans son université de rêve, mais après avoir fait les calculs, y compris les frais de scolarité, le logement et autres dépenses, elle a réalisé que c'était trop pour elle à gérer seule. Elle avait même contacté les services d'aide financière, étudié les bourses et pris un emploi à temps partiel après son emploi à temps plein, mais ce n'était toujours pas suffisant. Je hochais la tête solennellement en comprenant, pensant qu'elle allait peut-être me demander si elle pouvait retarder le paiement du loyer pour le mois, ce qui aurait été compréhensible. Au lieu de cela, Émilie avait une demande ahurissante pour moi qui m'a laissé sans voix. Elle m'a demandé si je pouvais vendre la propriété dans laquelle elle vivait. Je l'ai regardée avec curiosité alors qu'elle continuait à expliquer que la propriété que je possédais et lui louais se vendrait bien et que cela l'aiderait à financer les études de sa fille. « Vous êtes sérieuse ?» ai-je répondu, un mélange de stupéfaction et d'incrédulité. « Vous voulez que je vende ma propriété pour payer les frais de scolarité de votre fille ?» Les yeux d'Émilie imploraient ma compassion alors qu'elle insistait que c'était son seul espoir pour assurer l'avenir de sa fille. Elle a mentionné qu'elle avait déjà fait évaluer toute la propriété et qu'elle était convaincue que cela couvrirait l'intégralité des frais universitaires de sa fille. Je lui ai demandé si elle avait perdu la tête, car il n'était absolument pas question que je vende ma propriété pour que sa fille puisse aller dans une université prestigieuse. Je lui ai dit que cette maison avait une signification pour moi et que je n'allais pas vendre ma propriété comme ça. Émilie a insisté à nouveau, me disant que je pourrais lui prêter l'argent et que sa fille me rembourserait une fois diplômée. Bien que je connaisse l'importance de l'éducation universitaire, je n'allais pas accepter sa demande farfelue.
Entendre ces supplications m'a fait comprendre qu'elle était déterminée à trouver un moyen de financer les rêves de sa fille, même si cela signifiait faire une proposition absurde à un étranger. J'ai calmement expliqué à Émilie que la propriété faisait partie intégrante de mon gagne-pain et que je ne pouvais tout simplement pas m'en séparer. Le fardeau des frais de scolarité de sa fille ne devait pas reposer sur mes épaules. Je lui ai dit que si elle ne pouvait pas se permettre d'envoyer sa fille à l'université, elle pouvait demander de l'aide à ses proches ou chercher une option plus abordable pour sa fille. Malgré mes efforts pour la faire raisonner, Émilie a continué à insister, affirmant que j'étais le seul qui pouvait l'aider et que ce n'était pas une grosse affaire de vendre ma propriété et de lui donner l'argent. J'ai réalisé que cette discussion ne menait nulle part. J'ai quitté la propriété après avoir demandé à Émilie de ne plus jamais m'aborder à ce sujet. Je lui ai demandé de réaliser à quel point sa demande était absurde et qu'elle devait trouver un autre moyen. Je pensais qu'elle finirait par se rendre compte de son erreur, mais au cours des semaines suivantes, Émilie n'a pas abandonné. Alors que sa fille se rapprochait de plus en plus de son entrée à l'université, la situation devenait de plus en plus insupportable. Malgré mon refus, Émilie continuait à me supplier chaque jour de vendre ma propriété le plus rapidement possible, et elle a même cessé de payer son loyer en guise de protestation. Notre relation amicale d'autrefois s'était détériorée, et la tension entre nous ne faisait que croître, Émilie restant convaincue que la propriété que je possédais était la solution à ses problèmes financiers. Elle était persuadée que mon refus était égoïste et que cela mettait l'avenir de sa fille en péril. De mon côté, je perdais de l'argent à cause de son refus de payer son loyer en signe de protestation. Je l'ai averti que je porterais cette affaire devant les tribunaux, car nous avions un contrat en béton, mais elle refusait de se conformer. Il est vite devenu clair que ces demandes étaient sans fin. Le point de rupture est survenu lorsqu'Émilie a commencé à impliquer d'autres personnes dans notre différend. Elle a commencé à parler de moi à ses amis et aux voisins autour de ma propriété, me décrivant comme un propriétaire insensible qui refusait d'aider une jeune fille à réaliser ses rêves. Elle leur disait que j'étais très riche, mais que je refusais de l'aider en lui prêtant de l'argent, compte tenu de son statut de mère célibataire qui avait du mal à s'en sortir. Son histoire a suscité de la sympathie auprès de ceux à qui elle se confiait. Pour amplifier sa cause, Émilie a publié un post sur Facebook, rejetant la responsabilité de l'incapacité de sa fille à fréquenter l'université directement sur mes épaules. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler dans notre quartier. Les gens sympathisaient avec sa situation et supposaient que j'étais effectivement en mesure de l'aider, mais que je choisissais sciemment de ne pas le faire. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un étranger dans ma propre communauté. Ma femme a finalement décidé de contacter Émilie pour essayer de résoudre le conflit grandissant. Avec l'attention croissante dans le quartier, elle pensait que la communication directe pourrait être une voie vers une résolution. Émilie, cependant, n'était pas d'humeur à avoir une discussion calme. Elle s'est immédiatement lancée dans une diatribe sur le fait que moi, en tant que propriétaire, avais les moyens de vendre la propriété, ce qu'elle croyait être le seul moyen d'assurer l'avenir de sa fille. Malgré les tentatives sincères de ma femme pour raisonner avec elle, la conviction d'Émilie est restée inébranlable. Elle a affirmé que nous avions les moyens de financer les études de sa fille et que nous étions égoïstes. La conversation a continué en boucle, avec Émilie insistant à plusieurs reprises pour que ma femme me convainque d'accepter ses demandes. Son poste, qui me dépeignait comme un propriétaire insensible et riche, refusant d'aider une jeune fille à réaliser ses rêves, avait eu un impact notable sur les voisins et la communauté locale. Certains voisins, avec qui nous avions auparavant des relations amicales, ont commencé à nous regarder avec scepticisme. Ils ont commencé à croire que j'avais effectivement les moyens d'alléger les charges financières d'Émilie, mais que je refusais délibérément de le faire par pur égoïsme. D'autres, qui connaissaient mon parcours, mon travail acharné et la réalité de ma situation, partageaient mon point de vue et étaient tout aussi consternés par l'exigence audacieuse d'Émilie de me faire payer la facture. Ils m'ont rappelé que je devais protéger ma propriété et préserver l'héritage durement acquis que j'avais bâti. La communauté devenait de plus en plus divisée chaque jour, avec une partie de la sympathie dirigée vers Émilie. Malgré la pression croissante, je suis resté ferme dans ma décision de protéger ma propriété. J'avais investi des années de travail acharné et de sacrifices pour la sécuriser, et il n'était pas question que je m'en sépare aussi facilement. Pendant ce temps, Émilie continuait d'attiser les flammes, m'accusant de manquer d'empathie tout en vivant dans ma propriété sans payer de loyer. Ses publications sur les réseaux sociaux devenaient de plus en plus virulentes, partageant des histoires sur la détermination de sa fille et les innombrables sacrifices qu'elle avait faits pour se préparer à l'université. En conséquence, le débat s'est intensifié, passant d'un désaccord privé à un discours public. Le poids des accusations a également commencé à affecter ma famille. Mes enfants ont commencé à subir du harcèlement à l'école,
leurs camarades répétant les fausses accusations qu'ils avaient entendues sur les réseaux sociaux à mon sujet. C'était déchirant de voir à quel point cette situation leur causait du chagrin. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'avais gardé le silence, pensant qu'Émilie finirait par s'arrêter, mais maintenant que mes enfants étaient affectés, il était temps de rétablir la vérité et de défendre mon intégrité. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les litiges immobiliers et les conflits entre propriétaires et locataires. Nous avons immédiatement rédigé une lettre de cessation et de désistement pour mettre fin aux actions diffamatoires d'Émilie et protéger ma réputation au sein de la communauté. Mon avocat m'a informé que la lettre de cessation et de désistement était la première étape de notre bataille juridique, et si Émilie ne reculait pas, nous irions jusqu'au tribunal. Lorsqu'Émilie a reçu la lettre, elle a été visiblement surprise. Elle a tenté de me joindre par téléphone, mais j'ai choisi de ne pas répondre à ses appels. Elle m'a donc envoyé un message pour exprimer son souhait de me parler et de clarifier les choses avant que cela n'aille trop loin. Elle m'a dit que tout cela n'était qu'un malentendu et que nous pourrions en parler pour régler cela. J'ai répondu en lui faisant part de mon intention de l'emmener devant les tribunaux. Je lui ai dit de se préparer et de profiter du spectacle, car elle allait regretter d'avoir essayé de jouer avec moi. Je sais que ce sera une lutte difficile, car cette femme a été implacable dans son insistance pour que je paie les frais de scolarité de sa fille et qu'elle a ruiné la réputation de ma famille, à la fois dans la communauté et en ligne. Mon avocat est actuellement en train de préparer le dossier, au cas où cela irait au procès si elle ne recule pas, en détaillant toutes les fausses accusations et les dommages qu'elle nous a causés au cours des derniers mois. Lorsque certains de mes proches ont découvert que je l'emmenais devant les tribunaux, ils m'ont suggéré de lui donner une chance de résoudre le problème, car elle est une mère célibataire qui essaie de faire ce qui est le mieux pour son enfant. Alors, Reddit, suis-je le méchant pour avoir refusé de vendre ma propriété afin de payer les frais de scolarité de la fille de cette mère arrogante, et pour l'avoir traînée en justice à la place? Mise à jour 1. Émilie a répondu à notre action en justice avec une lettre remplie de menaces et d'autres diffamations. Elle m'a accusé d'avoir facturé un loyer élevé malgré la connaissance de sa situation financière, ce qui, selon elle, rendait impossible pour elle d'économiser pour les études de sa fille. Je n'en revenais pas de voir jusqu'où elle était prête à descendre et à mentir juste pour obtenir ce qu'elle voulait. Ces accusations sont sans fondement, et c'est frustrant de la voir jouer la carte de la victime alors que je lui avais déjà accordé un loyer subventionné. Il est clair qu'elle essaie de manipuler la situation à son avantage, et je ne suis pas prêt à la laisser faire. Il est évident qu'Émilie ne reculera pas sans se battre. Mon avocat, Matthew, m'a assuré que nous avons un dossier solide, car ces accusations sont infondées, mais il m'a aussi demandé de me préparer, car le processus judiciaire sera long et épuisant. Je ne peux m'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle cette situation a dégénéré. Ce n'était jamais mon intention de finir devant un tribunal, surtout avec quelqu'un qui avait été locataire sur ma propriété. Mais parfois, il faut défendre ses droits et protéger ce qui vous appartient. Émilie pourrait avoir ses raisons, mais je ne peux pas la laisser me forcer à vendre ma propriété. L'avenir de ma famille est en jeu, et je suis déterminé à aller jusqu'au bout, peu importe à quel point ce sera difficile. Je vous tiendrai au courant dès que les procédures judiciaires commenceront. Mise à jour 2. Depuis ma dernière mise à jour, les procédures judiciaires ont officiellement commencé. L'attente avant la date du procès a été exaspérante. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue alors que les deux parties présentaient leurs arguments et leurs preuves. Émilie, flanquée de son avocat, s'est présentée comme une mère en difficulté, déterminée à assurer l'avenir de sa fille. Son avocat a peint un tableau vivant de ses difficultés financières, en insistant sur le fait que ma propriété était le dernier espoir pour les rêves de sa fille d'aller dans cette prestigieuse université hors de l'État. Le témoignage d'Émilie était rempli d'émotion, ses yeux s'embuaient de larmes alors qu'elle décrivait les sacrifices qu'elle avait faits en tant que mère célibataire, les longues heures de travail et son engagement indéfectible envers la réussite de sa fille. Elle a parlé de ses recherches incessantes d'emploi et de ses nombreuses demandes de bourse et d'aide financière, se présentant comme une mère qui n'avait laissé aucune pierre non retournée. Tout au long des procédures, l'avocat d'Émilie me dépeignait inlassablement comme un propriétaire riche et insensible qui privilégiait les profits aux rêves d'une jeune fille en facturant un loyer élevé. Ils ont sous-entendu que j'étais au courant des difficultés financières d'Émilie, mais que je continuais à exploiter sa situation. Mais le retournement de situation le plus étonnant est venu lorsqu'Émilie a introduit un témoin, un ami de la famille. Nous avons été choqués lorsque cet ami a affirmé avoir été témoin d'une conversation entre Émilie et moi, où j'aurais prétendument promis de vendre la propriété pour financer les études de sa fille. Je suis resté sans voix en entendant ce mensonge flagrant être présenté devant le tribunal. Mon avocat, Matthew, a contesté fermement cette affirmation, en affirmant qu'aucune telle conversation n'avait jamais eu lieu. Il a décidé d'adopter une approche plus méthodique pour discréditer ce témoignage.
Tout d'abord, mon avocat a soigneusement contre-interrogé l'ami de la famille qui avait témoigné à propos de cette conversation supposée entre Émilie et moi. Il a posé une série de questions détaillées visant à établir la crédibilité de la mémoire du témoin. Mathieu a demandé la date, l'heure et l'endroit où la prétendue conversation avait eu lieu, cherchant à relever des incohérences ou des lacunes dans le récit des événements. En réponse, l'ami de la famille a eu du mal à fournir des détails cohérents et n'a pas pu produire de preuves concrètes, comme des messages textes ou des courriels, pour appuyer ses dires. Son témoignage est devenu de plus en plus fragile sous le feu des questions lors du contre-interrogatoire. Pour affaiblir davantage la crédibilité de l'affaire d'Émilie, Mathieu a présenté des preuves qui contredisaient directement cette affirmation en introduisant des échanges de messages textes et de courriels entre Émilie et moi durant la période où la promesse supposée aurait été faite. Ces messages montraient clairement que le sujet de la vente de la propriété pour financer les études de sa fille n'avait jamais été discuté, et qu'Émilie était la seule à essayer de me forcer à vendre ma propriété pour lui prêter de l'argent. De plus, un voisin qui vivait à côté de la propriété d'Émilie a témoigné qu'Émilie payait moins de loyer que tous les autres locataires du quartier. Mon avocat a montré des reçus provenant d'autres locataires du quartier pour prouver la même chose. Mathieu a ensuite fait valoir que l'absence de toute communication écrite ou électronique concernant la promesse supposée qu'Émilie prétend, combinée au témoignage du voisin, mettait en doute le récit de l'ami de la famille et que, par conséquent, ce témoignage ne pouvait pas être considéré comme une preuve solide. Nous nous sommes ensuite concentrés sur la preuve qu'Émilie avait intentionnellement tenté de diffamer ma réputation sur les réseaux sociaux, ce qui avait conduit au harcèlement de mes enfants. Mon avocat a présenté un dossier complet des publications et des messages d'Émilie sur les réseaux sociaux, où elle m'avait accusé d'être un propriétaire insensible et sans cœur qui refusait de soutenir les rêves de sa fille. Ces publications étaient remplies d'appels émotionnels et de faussetés flagrantes destinées à susciter la sympathie et le soutien de la communauté. Nous avons souligné que ces publications avaient été intentionnellement conçues pour créer un récit où elle apparaissait comme une mère en difficulté faisant tout ce qui était en son pouvoir pour assurer l'avenir de sa fille, alors qu'en réalité, elle me faisait du chantage émotionnel pour que je vende ma propriété. Mathieu a ensuite introduit des captures d'écran des commentaires et messages directs provenant de personnes qui avaient réagi aux publications d'Émilie. Certaines de ces personnes faisaient partie de la communauté locale et avaient formé une opinion négative de moi à cause des fausses informations diffusées par Émilie. Ces commentaires allaient de simples expressions de sympathie pour sa situation à des accusations directes selon lesquelles j'étais un propriétaire insensible exploitant sa situation. En plus des preuves tirées des réseaux sociaux, nous avons présenté des témoignages de mes enfants qui avaient vu leurs camarades reprendre les fausses accusations publiées sur les réseaux sociaux à propos de leur père, ce qui avait entraîné des moqueries et du harcèlement. Ils ont décrit comment leurs camarades avaient répété les mensonges qu'ils avaient lus en ligne, menant à des insultes et des brimades. Mon avocat a ensuite fait valoir qu'il y avait un lien direct entre les fausses accusations d'Émilie sur les réseaux sociaux et le harcèlement subi par mes enfants. Le récit trompeur qu'elle avait créé avait non seulement endommagé ma réputation, mais avait aussi directement affecté le bien-être de ma famille. Cette présentation de preuves montrait clairement comment les actions d'Émilie en ligne avaient eu des conséquences dans la vie réelle pour mes enfants. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, je suis convaincu que justice sera rendue. Les preuves présentées jusqu'à présent ont mis en lumière la vérité et exposé les fausses affirmations portées contre moi. Je crois que le tribunal verra à travers cette manipulation et rendra un verdict juste dans cette affaire. Mise à jour 3, nous avons gagné. Le mois dernier a été une expérience éprouvante en raison des procédures judiciaires. Cela a été comme un tour de montagne russe avec des rebondissements inattendus. Mon avocat a continué à présenter des preuves et des témoignages, ce qui a rendu de plus en plus évident que les affirmations d'Émilie étaient sans fondement. Sa tentative de manipuler la situation en introduisant un ami de la famille qui avait faussement témoigné sur une promesse que je n'avais jamais faite s'est effondrée sous le poids de l'examen minutieux. Le manque de preuves concrètes et les incohérences dans le récit du témoin ont jeté le doute sur la validité de leurs affirmations. Après un examen approfondi de toutes les preuves et des témoignages, le juge a finalement rendu son verdict et a statué en ma faveur. Cela a été un immense soulagement pour moi, et j'étais reconnaissant que le juge ait vu à travers toutes ces accusations sans fondement. Émilie a été reconnue coupable de diffamation et a été condamnée à payer des dommages et intérêts pour le tort qu'elle a causé à ma réputation, en commençant par payer les loyers des mois précédents, ainsi que des amendes supplémentaires. Une ordonnance restrictive a également été émise par le juge, interdisant à Émilie de faire d'autres déclarations diffamatoires à mon sujet ou à propos de ma famille. Ce jugement a validé avec succès mes actions et mon droit de protéger ma propriété. Alors que la bataille juridique s'est conclue, j'ai regardé Émilie, assise à côté de son avocat, avec un air défait. Je me suis tourné pour regarder sa fille, Lily, et je ne pouvais m'empêcher de penser que ses rêves avaient été compromis par le sens de l'arrogance de sa mère. Ce cauchemar touchait enfin à sa fin, avec justice rendue.
Cela a été une leçon pour tout le monde sur l'importance de se défendre et de ne pas laisser les exigences audacieuses de quelqu'un d'autre ébranler nos croyances fondamentales. Je peux maintenant aller de l'avant avec un sentiment renouvelé d'assurance et la certitude que ma maison et nos moyens de subsistance sont protégés. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. La pression mentale et les épreuves que ma famille et moi avons traversées étaient immenses, mais au final, la vérité a triomphé. Mise à jour 4. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour. Suite à ma victoire au tribunal, l'ordonnance restrictive a effectivement réduit Émilie au silence, et les dommages qu'elle a dû payer pour diffamation ont apporté un certain réconfort pour le mal qu'elle avait causé à ma réputation. Émilie et sa fille ont dû déménager après que je leur ai donné un avis d'expulsion. Bien que leur situation reste difficile, je savais qu'elle ne représentait plus ma responsabilité. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour la perte des opportunités éducatives de sa fille, mais la réalité est que la demande audacieuse de sa mère avait mis leur famille dans une situation difficile. Émilie a également été contrainte de retirer ses publications diffamatoires sur les réseaux sociaux, conformément à la décision du tribunal, et tout le monde a rapidement découvert l'ampleur de ces mensonges. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, c'est lorsque sa fille, Lily, m'a contacté pour s'excuser de nulle part. Lily avait toujours été une bonne fille, et je l'avais vue grandir. Mais quand sa mère a commencé à m'accuser à tort, j'avais coupé tout contact avec elle. J'étais surpris qu'elle veuille entrer en contact avec moi après que sa mère ait publiquement perdu le procès. Son message était rempli de remords sincères pour le comportement de sa mère et les conséquences qui en avaient découlé pour sa famille. Elle a exprimé sa gratitude pour notre patience et notre compréhension pendant l'épreuve, reconnaissant que les actions de sa mère avaient causé du tort à nos deux familles. Elle a également partagé qu'elles avaient déménagé dans une région plus abordable et qu'elle avait décidé de fréquenter une université locale pour poursuivre ses études. Elle m'a informé qu'elle avait parlé à sa mère après la fin des procédures judiciaires et lui avait demandé de reculer, affirmant qu'elle était déterminée à assurer son propre avenir sans faire de demandes audacieuses. J'ai ressenti de la sympathie pour ce qu'elle avait dû traverser à un si jeune âge à cause des fausses accusations de sa mère arrogante. Je lui ai dit que tout le monde méritait une seconde chance, et que c'était admirable qu'elle prenne le contrôle de son propre destin. Je lui ai souhaité bonne chance pour ses études et l'ai assuré que le passé était derrière nous. Maintenant qu'Émilie et sa fille ne vivent plus sur ma propriété, notre vie est revenue à la normale. Le poids des fausses accusations et du harcèlement que mes enfants avaient subi a été levé. Nous avons pris des mesures en contactant l'école de nos enfants pour traiter le harcèlement qu'ils avaient subi.